Quoi de neuf du côté de la lumière? La lumière, c'est la vie, mais c'est aussi une source d'énergie inépuisable. Et si, Charlotte, on recrée le soleil? Eh bien, c'est possible dans les sous-sols de l'Institut de recherche solaire de Fribourg. La lumière, c'est aussi le laser. Nous vous emmenons à la découverte d'un laser ultra précis à Illkirch. Et l'invention de Thomas Edison, l'ampoule, eh bien, c'est plus en vogue. Ce sera terminé en 2012 et remplacé par quoi? Et comment la lumière se met-elle au service de l'art? Nous vous emmenons au musée Wurth pour le découvrir. Quoi de neuf? C'est l'innovation, mais c'est surtout une nouvelle façon de penser. Depuis la préhistoire et le feu, on n'a rien inventé de mieux que la lampe à incandescence pour éclairer nos maisons. Et pourtant, ces jours sont comptés. En 2012, ainsi en a décidé l'Union européenne, elle va disparaître tout simplement de nos supermarchés. Alors nous sommes aujourd'hui à Molsheim, dernière usine en Europe à fabriquer ces lampes à incandescence et dire qu'elles nous éclairaient depuis 150 ans. Qui dit ampoule pense Thomas Edison. Et pourtant, il n'était pas le premier sur le coup. Dès 1801, un autodidacte anglais, Humphrey Davy, met au point la toute première lampe électrique. Une ampoule fermée et vidée de son air qui a la forme d'un œuf. Il y fait passer un courant électrique et elle s'illumine. En 1854, un mécanicien américano-allemand, Heinrich Goebel, met au point une lampe à incandescence. Il remarque que le filament de carbone est conducteur d'électricité et qu'il est possible de le rendre incandescent dans un milieu vide d'air. Du coup, il réussit à éclairer son magasin de montres et d'horlogerie à New York. 25 ans plus tard, Thomas Edison annonce une invention qui laisse les savants sceptiques. Une lampe incombustible capable de fonctionner de longs mois sans se détériorer. Il fait passer l'électricité à travers un filament qui devient rouge-blanc. Et pour le contact électrique, il a l'idée d'intégrer à l'ampoule un culot. Mais Thomas Edison est surtout un talentueux communicant et un grand businessman. L'exposition internationale d'électricité de Paris de 1881 est pour lui un formidable tremplin médiatique. Il installe 1000 lampes lors de cette manifestation qui s'éclairent en même temps. Et c'est sans doute l'une des attractions majeures. C'est avec Thomas Edison que l'éclairage artificiel est né. 150 ans après, l'ampoule est toujours symbole de lumière, mais aussi de gaspillage énergétique. 95% de l'énergie est dissipée en chaleur et seulement 5% est transformée en lumière. Trop gourmande en énergie et favorisant le réchauffement climatique, dit l'Union européenne. Si tous les Européens troquaient leurs ampoules contre des ampoules basse consommation, on économiserait l'équivalent de la production de 11 centrales nucléaires. La bonne vieille ampoule à incandescence sera donc retirée des rayons dès le 1er septembre 2009 et interdite à la vente fin 2012. Voilà comment se prendre un petit bain d'ampoule. Mais on va dire que c'est des vieilles ampoules, ça. C'est plus l'avenir. Hein. Voilà, donc l'incandescence est finie. Mais nous avons créé la nouvelle génération, donc qui est à base de brûleurs halogènes. Qu'on fabrique ici. Voilà, sur le groupe à côté. Alors, ce robot, à quoi il sert, Roland? Donc dans l'incandescence, nous avions un filament qui donnait la lumière. Aujourd'hui, nous introduisons un brûleur boosté au xénon qui remplacera le filament et nous donnera l'économie de 30%. Ce qui est beaucoup, 30%. C'est énorme, ouais. Les filaments, justement, comment ça se passait? Parce que vous m'avez montré ça, pour moi, c'est la même chose. C'est exactement la même chose parce qu'on gardera la même forme, le même culot, le même emballage, seulement le produit sera économie à 30%, donc halogène. Le gros avantage, c'est que demain, on ne sera pas obligé, en 2012, de changer de douille, mais tout simplement d'ampoule. D'ampoule, voilà. Et c'était aussi une façon de passer à l'halogène, de conserver ici en Alsace toutes ces lignes de production. Voilà, les lignes de production sont conservées, il y a juste une machine de base qui est changée. Et avec ça, nous pouvons créer toutes les sortes de lampes qu'on avait déjà avant, avec un brûleur halogène. Donc, tous les types de lampes
à incandescence qui ont été remplacés par de l'halogène. Alors regardez bien Roland. Vous avez vu? Roland? Roland? Hop! Et la lumière fut. Alors Muriel, ces ampoules basse consommation existent depuis relativement longtemps, mais en fait c'est la forme qui évolue maintenant. Tout à fait, elles existent depuis 20 ans et comme on peut le voir sur ces gammes-là, vous avez vraiment toutes les formes pour tous les usages. Donc ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui vous pouvez les mettre dans les endroits où vous avez besoin de lumière très longtemps, comme par exemple le salon, dans des abat-jours classiques, sans que ça soit inesthétique comme celle-ci. Alors est-ce que c'est économique? Ah bah tout à fait, 80% d'économie d'énergie. Que demander de mieux? Alors, exemple, celle-ci, elle dégage à peu près en combien de watts visibles? Alors, elle est équivalente à une 60 watts classique Ouais. et en fait, elle consomme que 11 watts. Ça, c'est pour des lampes que vous appelez, vous, dans votre jargon, comment? Des fluos compacts. Des fluos compacts. On va passer de ce côté-ci. Alors, on éteint et on rallume. Ah, c'est joli, ça. Alors, ça, c'est quoi? Alors ça, ce sont des LED. Alors la particularité, c'est qu'on peut faire un éclairage de couleur. Donc vous le voyez avec ces ampoules-là. Ça, c'est une LED aussi. C'est une LED aussi. Donc ce qui est sympa, c'est qu'elles existent aussi en changement de couleur. On est vraiment dans l'univers déco, dans le fun, dans le ludique. Et on ne pouvait pas le faire avec les autres ampoules qu'on a vues auparavant. C'est des ampoules qui consomment quoi? Alors 1 watt, 0,1 watt, c'est-à-dire aujourd'hui, rien du tout. On parle de 90% d'économie, je veux dire, c'est rien. Alors le rendu aujourd'hui est peut-être encore, on va dire, faible, puisqu'on est dans des produits de décoration. Par contre, on commence à avoir des LED qui éclairent, comme celle-ci, donc, qui remplacent des petits spots. Alors par contre, elles ont un éclairage dirigé, donc c'est un petit peu différent des ampoules traditionnelles. Mais c'est pas un rayonnement. C'est pas un rayonnement très large. Par contre, vous arrivez vraiment, si vous avez une petite niche, à éclairer de façon très puissante avec des LED, de façon tout à fait satisfaisante. Et le LED, a priori, sera l'avenir. Sera l'avenir, oui, tout à fait. Alors, je vais éteindre parce que je veux qu'on voit la lampe qui est juste au-dessus de vous et que je trouve très impressionnante. Qu'est-ce que c'est? Alors donc là, c'est un luminaire qui intègre des LED, qui change de couleur, donc qui est idéal dans un intérieur très design et qui est extrêmement plat. Donc la LED permet aussi de faire ces produits très, très fins qui s'intègrent parfaitement dans un univers très contemporain. En choisissant la technologie LED, une ville peut considérablement réduire sa facture d'électricité en éclairant mieux et moins cher. En Alsace, l'un des plus beaux villages de France, Rigvir, a inauguré en octobre 2007 son nouvel éclairage public. En privilégiant les LED, l'éclairage du village a été amélioré et la facture de la commune divisée par 5. La consommation d'énergie d'éclairage est passée de 84 000 kWh par an à 18 000 kWh aujourd'hui. Pas mal, non ? La lumière du soleil recèle une énergie propre, inépuisable, que l'on commence maintenant à bien maîtriser. Nous sommes aujourd'hui à Fribourg, sur le toit de l'Institut Fraunhofer. Ici, c'est le plus grand centre européen de recherche solaire. Alors professeur, dites-moi, avec ce temps aujourd'hui, on n'a pas de chance, est-ce que les panneaux solaires, ça marche ? Évidemment, ce serait mieux si le soleil était de la partie. Nous pourrions produire de l'eau vraiment chaude. Aujourd'hui, l'eau n'est que tiède, mais elle reste utilisable. Quoi qu'il en soit, l'énergie solaire fonctionne aussi par mauvais temps. Et aujourd'hui, professeur, en quoi Fribourg est un modèle sur le solaire en Europe ? Fribourg a développé son propre concept énergétique. À long terme, la ville veut développer les énergies renouvelables. Fribourg dispose d'un institut de recherche et d'une université spécialisée dans les technologies solaires. Ici, tous les nouveaux bâtiments construits par la municipalité doivent être passifs, c'est-à-dire consommer peu d'énergie, en tout cas bien moins que ce que consomme en moyenne un bâtiment classique. La ville joue donc un rôle majeur et espère ainsi atteindre les objectifs fixés en matière d'approvisionnement en énergie renouvelable. Cela a permis en Allemagne de créer près de 200 000 emplois au cours des 10 dernières années. C'est une nouvelle industrie qui s'est ainsi développée. Voilà, Fribourg, véritable ville pionnière en matière d'énergie solaire. Pourquoi l'énergie solaire s'est-elle aussi bien développée dans une ville comme Fribourg ? Peut-être parce que la ville se situe dans l'une des régions les plus ensoleillées d'Allemagne. Peut-être aussi parce qu'à Fribourg, l'énergie solaire a toujours été associée à une certaine qualité de vie. L'histoire commence au milieu des années 70. Une centrale nucléaire doit être construite aux portes de la ville. Les habitants se mobilisent et en février 75, ils occupent le terrain prévu pour la centrale.
ils parviennent à empêcher sa construction. Le quartier Vauban de Fribourg est exemplaire de ce combat mené par les militants écologistes. C'est la concrétisation d'une nouvelle façon de penser la ville. Grâce à une excellente isolation et aux panneaux solaires, les maisons produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Chaque mois, les habitants dépensent environ 100 € d'électricité et de chauffage, mais ils encaissent 400 € en revendant l'électricité produite par les panneaux. Le bâtiment le plus emblématique et le plus visité du quartier Vauban s'appelle l'Héliotrope. C'est une maison prototype qui utilise l'ensoleillement de manière maximale. C'est la première maison à énergie positive d'Allemagne. À l'ombre en été, au soleil en hiver, recouverte d'un triple vitrage, elle permet de maintenir une température intérieure idéale. Alors là, nous sommes descendus dans les sous-sols, professeur. Nous sommes où? Nous sommes dans la salle où se trouve le simulateur de soleil, dans le sous-sol de notre institut. Voici donc le simulateur qui imite le rayonnement du soleil et dispose du même pouvoir radiant que le soleil. Et d'avoir le soleil comme ça à domicile, ça va vous permettre quel type de recherche? Des conditions standards sont nécessaires pour l'étude des capteurs et des cellules solaires. Partout dans le monde, les mesures que nous relevons doivent être effectuées dans les mêmes conditions et seul ce simulateur le permet. Dehors, le temps est instable et les températures changent tous les jours. C'est donc difficile d'obtenir des conditions standards à l'extérieur. Par contre, ici, au sous-sol, nous avons les mêmes conditions tous les jours. Cela nous permet d'établir des comparaisons, des systèmes avec le reste du monde. On crée le soleil à l'intérieur des murs. Est-ce que c'est unique en Europe? Nous avons développé ce simulateur au sein de l'Institut il y a 5 ou 6 ans et les recherches se poursuivent. Entre-temps, nous en avons déjà vendu plusieurs modèles à travers le monde. L'un d'eux se trouve d'ailleurs à Chambéry depuis quelques mois. La lumière, c'est aussi le laser. Mais c'est quoi le laser? Comment ça marche et à quoi ça sert? Le soleil émet une lumière blanche, résultat d'une addition de lumière de toutes les couleurs, comme on le voit dans l'arc-en-ciel par exemple. Chaque couleur correspond à une longueur d'onde. Lorsque l'homme fabrique une ampoule, il essaye de se rapprocher de la lumière du soleil, d'obtenir une lumière blanche. Par contre, quand il fabrique un laser, il fabrique une lumière qui n'existe pas dans la nature. Une lumière composée d'une seule couleur, d'une seule longueur d'onde bien précise. Dans la lumière du soleil ou d'une ampoule, les photons se baladent dans tous les sens et de manière désordonnée. Au contraire, dans la lumière du laser, les photons vont tous dans le même sens et en même temps. Ils marchent au pas. La théorie du laser, on la doit à Albert Einstein en 1917, mais ce n'est qu'en 1960 que le premier laser est créé par le physicien Theodor Neumann. La technologie du laser n'en est donc qu'à ses balbutiements. L'application la plus célèbre du laser a été créée en 1978, le laserdisc ou CD que le grand public a réellement connu en 1982. Et on peut dire, notamment dans le stockage de données, que le laser a encore de beaux jours devant lui. Régler la focalisation? Je vais le faire. La plaque elle est prête. Et là vous sortez quelle couleur? Là on va essayer de faire un petit contraste doré. Jaune, orange. Voilà. Je vais fermer. C'est parti. Alors nous sommes au centre technique adapté au laser. Jean-Paul, vous êtes le directeur d'IREPA.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là en ce moment? Alors nous sommes en train de préparer une application de marquage laser. Alors on part d'un dessin qui est sous format JPEG, qu'on introduit dans l'ordinateur. Après il y a un traitement des données qui est réalisé et ensuite ces données vont être transférées à la machine laser qui est ici et qui va reproduire, donc comme une imprimante laser classique, qui va reproduire donc le tracé du logo sur la surface, sur la pièce de métal qui se trouve ici. Est-ce qu'on peut la prendre ou c'est... Bien sûr, oui, oui. Maintenant c'est complètement... Alors la particularité du laser, c'est que dans ce cas-là, Ouais. c'est qu'on a une interaction qui laisse la pièce complètement froide après traitement. Alors là, effectivement, c'est froid, on voit bien le logo. Si je gratte, il va partir? On va dire que c'est complètement indélébile. Hein, c'est vraiment la matière qui est marquée par le faisceau laser. C'est-à-dire on utilise la haute densité d'énergie du laser pour pouvoir, sur des surfaces très précises, réaliser ces marquages, ce marquage couleur. Tout ça avec de la lumière, en fait. Tout ça avec de la lumière qui n'existe pas à l'état naturel et qui est, on va dire, domestiquée au travers de cette technologie. Avec ce genre de laser, on va marquer du métal, on peut même marquer du plastique et obtenir des contrastes plus ou moins importants en fonction de ce que l'on souhaite. Ça, je le garde, c'est pour mon bureau. Ah, vous le mettez bien en évidence sur la porte de votre bureau. C'est incroyable, c'est bluffant. Jean-Paul, comment c'est possible qu'un faisceau de lumière comme ça puisse découper de la tôle? Alors, quand on a vu l'opération de marquage, on avait un laser de faible puissance, Ouais. enfin, ce qu'on appelle de faible puissance, c'est-à-dire on avait une dizaine de watts. Et là, dans ce cas-là, on utilise un laser beaucoup plus puissant, puisque vous avez là-bas, derrière la machine, un laser qui fait 3000 watts de puissance. Donc 300 fois plus que ce qu'on vient de voir. Voilà. Alors imaginez cette énergie qui est contenue dans un faisceau qui fait une vingtaine de millimètres de diamètre. On va concentrer toute cette énergie à la surface du matériau pour le fusionner. Donc là, même principe que pour le marquage, on va concentrer cette énergie à l'aide de la lentille et on va donc focaliser à quelques millimètres à la sortie de la buse. Alors qu'est-ce que vous avez découpé là? Alors là, on a découpé, vous avez vu, on a découpé le logo de France 3. Donc on peut constater que c'est complètement froid, hein, la pièce est froide. Ouais, tout à fait. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a une découpe qui est très propre. Hein, donc la matière fusionnée va être éjectée par un gaz, ce qu'on appelle un gaz d'assistance, et qui va pousser la matière en fusion de manière à réaliser cette découpe franche et nette. Et ensuite, on déplace la tôle à découper sous le faisceau laser pour générer la forme. Alors quelles sont les applications industrielles en Alsace? Elles sont très larges parce qu'aujourd'hui en Alsace, on compte plusieurs dizaines d'installations de découpe laser qui vont découper soit des pièces pour l'automobile, soit des pièces pour l'agroalimentaire, pour l'agriculture. Donc des industriels viennent chez vous en disant j'ai un projet, je ne sais pas comment faire. Et, oui, en gros c'est la démarche. Voilà, on aimerait pouvoir fabriquer tel type de pièces. Est-ce que le laser peut nous aider dans notre production? Alors on commence souvent par faire analyser le besoin. Ouais. Ensuite, on peut faire des essais, ce qu'on appelle des études de faisabilité. On va tester les différentes puissances laser, différentes vitesses de coupe sur le matériau donné, de manière à obtenir vraiment les paramètres optimums pour pouvoir découper la pièce qui est souhaitée. Ouais. Le gaz secondaire sera en route. Hein. C'est bon, c'est parti. Alors à IREPA Laser, on a vu le marquage, on a vu la découpe tout à l'heure du métal. Frédéric, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec ce laser? Alors avec ce laser, on va venir revêtir la surface avec un matériau plus noble, plus résistant, pour éventuellement résister à l'abrasion. L'intérêt, c'est surtout de venir n'utiliser le matériau noble que dans les zones sollicitées.
Et dans cet exemple-là, qu'est-ce qui recouvre? Quelle est cette matière? Alors dans cet exemple-là, on a à la fois un mélange de matériaux qui va résister à la corrosion, donc un matériau avec du nickel et du chrome essentiellement, et à l'intérieur du dépôt, des petites particules de carbure de tungstène qui vont venir renforcer le dépôt et venir résister à l'abrasion. Alors là, on l'a vu, hein. Gros travail de recherche, belle technicité ici à Eripa Laser. L'avenir du laser, c'est quoi? Aujourd'hui, on travaille sur, je dirais, la suite du rechargement, qui consiste non plus à faire des surfaces, mais à empiler des couches les unes sur les autres pour pouvoir créer des pièces en 3 dimensions. Alors exemple? C'est pouvoir réaliser ce petit pantalon qui est une pièce creuse. Et donc le laser met des couches successives. La première couche est déposée, elle reste chauffée et on vient déposer la matière fusionnée sur cette couche chauffée successivement. On va construire cette pièce. En l'occurrence, les premiers marchés qui sont intéressés par ça, c'est l'aéronautique, l'automobile pour, par exemple, des pièces dans le cadre de la Formule 1. Eripa Laser, c'est financé par qui? Alors Eripa Laser est fortement soutenu par le Conseil régional d'Alsace en premier lieu, par l'État et puis par des fonds européens dans le cadre des actions de recherche et développement, qui nous permettent ensuite de pouvoir proposer des solutions industrielles à nos PME et PMI régionales. Lorsque l'on sait dompter la lumière du rayon laser, elle peut être un moyen de modifier la matière à une échelle très petite, invisible à l'œil nu, à l'échelle du nanomètre. 2 chercheurs strasbourgeois de l'Institut de physique et chimie des matériaux, Loïc Maguer et Jean-Luc Respringer, ont découvert les propriétés étonnantes d'un gel qui durcit au contact du rayon laser. Cela permet de faire des marquages très précis et invisibles à l'œil nu et d'obtenir des sculptures miniatures de la taille d'un cheveu. Une technologie verte et peu coûteuse qui intéresse beaucoup les marques de luxe, bon moyen d'éviter les contrefaçons, mais aussi les étudiants des Arts Déco de Strasbourg, comme Muriel Roya par exemple, qui a inventé un musée miniature composé de plaques de verre et de silicium dans un cube d'1 centimètre de côté et visité par des fourmis. Ici, à Erstein, au musée Wurth, la lumière sublime littéralement la collection Wurth. La collection Wurth, c'est 12 000 œuvres que l'on retrouve dans 14 musées en Europe. J'ai été stupéfait, Marie-France, par la lumière que vous êtes arrivée à obtenir ici. Comment avez-vous fait? La réflexion sur la lumière, c'est une réflexion qui a été menée dès le départ du projet. C'était extrêmement important pour nous de mettre les œuvres de cette collection en valeur et en même temps de respecter la conservation des œuvres. Alors techniquement, comment est-ce que vous avez procédé? Vous voyez les boîtes de lumière qui sont derrière moi. Ouais. Donc c'est un système relativement complexe. Elles sont alimentées, si vous voulez, par des sources de lumière naturelle et des sources de lumière artificielle, avec des capteurs photoélectriques qui se trouvent dans les salles. Et voilà, tout un jeu, une technique, c'est programmable, etc. Et ça permet de donner cette lumière uniforme et toujours répartie de la même manière. Il y a 2 choses qui sont importantes, c'est le confort du visiteur. Il faut que l'œuvre soit dans une situation absolument parfaite. Et deuxièmement, la conservation, effectivement, parce que les luxes, ce qu'on appelle les luxes, ont une influence sur la conservation de l'œuvre. Pourquoi avoir utilisé la lumière naturelle? Pourquoi ne pas avoir simplement créé une lumière et c'était plus simple comme ça? Parce que c'est la lumière la plus parfaite si vous savez l'utiliser. Alors je crois qu'il y a un architecte plutôt très célèbre qui a participé à cet éclairage. Alors en fait, il s'agit de Marc Montoinon qui a travaillé avec nous et qui notamment s'est occupé de la mise en lumière de la salle de la Joconde au Louvre. C'est un des plus beaux musées de France, donc ici maintenant. Si vous le dites. Pour certains artistes, la lumière est une matière première. Si l'on associe lumière et mouvement, on obtient le space writing ou calligraphie lumineuse. À l'origine de cet art, on trouve dans les années 30 un photographe albanais du nom de John Milly qui collabore notamment avec Picasso. Dans son atelier de poterie de Valoris, Picasso s'amuse avec une lampe de poche à dessiner un centaure dans l'obscurité. Aujourd'hui, plusieurs graffeurs ont décidé de travailler la nuit pour écrire des mots de lumière. Pour cela, il leur suffit d'avoir un appareil photo, une lampe de poche, un peu de technique et beaucoup de talent.
L'artiste gallois Michael Bosanko a lui aussi troqué ses pinceaux contre une lampe de poche. Il choisit soigneusement ses décors et met en route son appareil photo. Il travaille avec des temps d'exposition allant de 10 secondes à 1 heure. L'avenir de la lumière en Alsace, ce serait quoi pour toi ? Moi, je rêve d'une maison héliotrope à colombage. Tu sais, qui tourne comme ça toute seule. Ah ouais, avec des panneaux solaires dissimulés dans les poutres. Et dans les fameuses tuiles en queue de castor, la tuile alsacienne, on pourrait mettre les capteurs solaires. Ouais, bon, une Alsace 100% solaire, quoi. En attendant, je vous donne rendez-vous sur france3.fr pour retrouver toutes les informations concernant cette émission. Quoi de neuf ? C'est de l'innovation, mais c'est surtout une nouvelle façon de penser. Alors à dans 15 jours.